Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milkshaker car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne entre autres quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant avec mes petites mains les tensions de leur bébé qui ne téteraient pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la succion des nourrissons et podcasteuse à mes heures pas si perdues. Enfin, je suis surtout la maman de 2 enfants, l'un allaité 1 année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite, et le temps que la dyade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parents ou soignants, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux, ou encore en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, alors merci d'avance si vous prenez 1 minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Je vous ai laissé donc à la fin du dernier épisode avec tout ce que j'avais fait pendant la grossesse pour me préparer à cet accouchement que je voulais physio. Donc, moi qui aurais bien aimé accoucher avant, évidemment, puisque cette grossesse ne me plaisait pas trop, les jours sont passés. J'espérais quand même accoucher plus tôt, mais j'avoue que en fait, les doulas étaient disponibles à partir de tout fin août. Et mon fils est né le 2 septembre, 5 ans auparavant. Donc du coup, j'avais pas très envie d'accoucher sans une des doulas. C'était vraiment un des trucs qui m'aurait embêtée, parce que j'avais la sensation d'avoir besoin de l'une d'elles deux pour mener mon accouchement à bien. Et puis, le 2 septembre, ça m'arrangeait pas trop. Enfin, j'avais envie de pouvoir fêter l'anniversaire de mon fils tranquillou, que lui, il ait son moment avant l'arrivée de sa petite sœur. Donc du coup, je lui avais dit, écoute, tiens le coup jusqu'au 2 septembre au soir, jour de l'anniversaire du grand, et après, t'arrives quand tu veux. Et puis t'arrives quand tu veux, mais en fait, il y a une canicule monstrueuse qui s'abat sur la France à ce moment-là. Et à Paris, je sais pas exactement comment c'était ailleurs, mais à Paris, vraiment, c'était infernal. Enfin, moi, j'ai jamais connu un truc aussi long et chaud. C'est parce que j'étais enceinte que je l'ai pas du tout supporté. Je ne sais pas. En tout cas, pendant ce temps-là, je lui dis, bon, écoute, finalement, c'est pas une bonne idée que tu sortes maintenant. Je ne me voyais pas du tout accoucher par cette chaleur. C'était vraiment intolérable, nous, à la maison. J'arrivais, je vous rappelle, pas à boire, en fait. Enfin, pas à boire de l'eau. Donc, je me suis quand même hydratée pendant cette grossesse, pendant plusieurs semaines, voire mois au coca. Après, j'ai plus ou moins changé de boisson. Je buvais des espèces d'eau aromatisée, plutôt du pétillant. Mais le pétillant, ça me faisait mal au ventre aussi. Enfin, bref, j'ai quand même vraiment du mal à boire, à m'hydrater de façon générale depuis le début de la grossesse. Et alors là, avec cette canicule, je me retrouve avec un espèce de mal de tête, une barre au niveau du front, là, qui m'embête sérieusement. Et en fait, je vais la garder quasiment jusqu'à l'accouchement. J'aurais beau essayer de me réhydrater, ça me file tellement la gerbe que c'est difficile de m'y tenir. Donc, numéro bis ne sort pas pendant cette canicule. Merci à elle. Et finalement, le temps s'améliore, ça s'adoucit. Et je vais le 14 septembre, parce que j'en peux plus, je vais chez une généraliste, enfin ma généraliste, qui n'est pas très conventionnelle, qui est proche de chez moi et qui traite mon fils pour les différents maux qu'il peut avoir au quotidien. Et je lui dis que j'en peux plus et que je veux accoucher. Et elle me dit, ok, venez, on va regarder ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer pour que le passage se fasse bien? Écoutez, me demandez pas ce qu'elle fait exactement. En tout cas, elle a de la thérapie manuelle dans sa pratique et elle me frictionne au niveau de la symphyse pubienne, donc c'est en avant là au niveau du pubis, le bas du ventre, le dos, la hanche. J'avais la hanche droite qui me faisait très très mal et que j'arrivais pas à faire lâcher avec les séances d'ostéo et de yoga, donc je sais qu'il reste des blocages par là.
Ce qu'elle fait sur le moment, c'est douloureux, mais je la connais très bien, j'ai confiance en elle. Elle avait libéré mon fils de son reflux quand il était bébé. Et vraiment, elle nous a sorti de pas mal de galères, je dois dire. Donc, je rentre chez moi et elle me dit, bah, écoutez, je sais pas quand est-ce que vous allez accoucher, mais en tout cas, la voie est libre, donc bon, tenez-moi au courant. Le soir même, on est donc toujours le 14 septembre, je discute par SMS jusqu'à minuit. Bonne idée. Avec mon assistante au cabinet, la personne qui me remplace en fait depuis 1 an que je suis pas là. On papote de tout, de rien. Je me souviens plus exactement la teneur de notre conversation, mais en tout cas, je suis dans mon lit et je papote jusqu'à minuit comme ça par SMS. Je me dis sur le moment que je ferais mieux d'aller dormir parce que j'enchaîne clairement les insomnies depuis l'été, en fait, depuis début août. On va dire que j'ai passé 1 mois et demi à faire quand même des grosses insomnies où je me réveille sur les 3 heures du mat, je me rendors à 5, et que c'est pas la lumière bleue de mon téléphone que je suis en train de regarder qui va m'aider. Mais bon, à minuit et demi, je coupe. Et à minuit et demi, j'ai une première contraction qui, pour le coup, ressemble à une contraction de travail, puisque j'ai eu des contractions toute la grossesse. Depuis la fin du premier trimestre, milieu du deuxième, en fait, j'ai des contractions tout le temps. C'est d'ailleurs la raison de mon arrêt de travail prolongé après les histoires digestives. J'ai des contractions tout le temps, mais là, celle-ci, je me dis, tiens, ça, c'est une contraction qui peut ressembler à quelque chose. J'arrive quand même à dormir. Donc, jusqu'à 3 heures, je reste dans mon lit. Je m'endors. Je me fais réveiller régulièrement par les contractions, mais c'est tout à fait supportable. Donc, ça me sort de mon sommeil et puis j'y rentre tout de suite. Et je me dis que tant que ça tient comme ça, voilà, je me doute qu'il se passe quelque chose, mais je reste au lit tranquillou. À 3 heures, ça commence à m'empêcher, franchement, de dormir. Je gigote un peu dans tous les sens. Donc, je dis à mon mec que certainement ça démarre et que je vais me mettre dans le canapé parce que j'ai envie de sortir du lit. Il me fait une menthe à l'eau. Ça aura son importance. Parce que je suis devenue accro à la menthe à l'eau depuis ce jour alors que je n'en buvais jamais. En fait, la veille, vraiment, j'ai acheté une bouteille de menthe à l'eau au supermarché. Peut-être la seule boisson que je n'avais pas testée pendant toute la grossesse parce que je n'aime pas ça, en fait, à la base. Mais je sais pas, la veille de l'accouchement, je suis au Monop et je me dis, tiens, j'ai peut-être envie de menthe à l'eau, là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de menthe à l'eau. J'achète une bouteille et donc je dis, j'en ai bu un peu le soir et ça me fait du bien. C'est le dernier soir, j'ai l'impression d'avoir moins la nausée, en fait. Mais en fait, je pense que c'est le travail qui s'est enclenché tranquillement puisque moi, tout s'arrête le jour où j'accouche. Donc, je ne sais pas si c'est la menthe à l'eau ou pas. Toujours est-il que je me réveille donc à 3 heures, que mon mec me fait une menthe à l'eau, que je boirai pendant tout l'accouchement. En me disant que ça me fait du bien, alors que peut-être pas du tout. J'en sais rien. En tout cas, je m'allonge, je reste sur le canapé. C'est des contractions qui sont gérables allongées. Et j'ai une petite application dont je me souviens plus le nom, mais je vais vous le retrouver tout de suite. Ça s'appelle Contraction Timer, je crois. Ouais, exactement. Vous appuyez sur Start, vous appuyez sur Stop quand la contraction elle s'arrête. Ça calcule tous les combien elles sont et ça évite de regarder de trop sa montre. Donc je fais ça. Et puis je me rends compte que en fait ça revient déjà toutes les 5-7 minutes. Qu'elles sont assez longues, pas parfois un peu moins d'1 minute, mais globalement, on est dans les 45-60 secondes. Et donc, je me dis que, a priori, c'est sûr, c'est enclenché. J'envoie un message au milieu de la nuit à Elsa, puisque c'était Elsa qui était encore de garde, on va dire, pour 24 heures pour moi. Et puis, je bois ma petite menthe à l'eau tranquillou sur mon canapé, et je commence déjà à me dire, cool, je vais accoucher, c'est fini, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un peu 2 choses qui m'inquiètent au sujet de cet accouchement. La première, c'est la gestion de mon aîné. Parce que j'ai vraiment pas du tout envie, à la fois qu'il me voit dans la souffrance, de contractions qui seraient très intenses à gérer, et en même temps, j'ai pas non plus envie de lui faire des faux départs. Donc du coup, je suis partagée parce que mon premier accouchement a été très long, et je me dis que ça va certainement être le cas cette fois-ci, que je vais pas accoucher en 2 heures. Et du coup, j'ai envie, à la fois de pouvoir lui dire, là, je pars à la maternité, mais à la fois être sûre que je pars à la maternité et que le bébé, il arrive à ce moment-là pour pas faire des allers-retours, la gestion avec les grands-parents, etc. Voilà. Je sais pas pourquoi je le prends autant à cœur, mais en tout cas, je sais pas, avant de connaître son deuxième bébé, je crois que c'est quand même le premier qui prend le pas. Et j'ai très envie que pour lui, ça se fasse de façon fluide. D'ailleurs, on avait dit à Numéro Bis que ce serait quand même pas mal qu'elle arrive un vendredi matin, parce que le vendredi matin, mon fils finit l'école à 11h30, donc on peut partir à la maternité, qu'un grand-parent vienne le chercher, et passe le week-end chez eux, et après je rentre, quoi. Donc, elle nous a écoutés, puisque le 14 septembre est un jeudi, et que j'accouche le vendredi 15 septembre à 13h. Et voilà, c'était un point qui m'inquiétait.
Et il y avait le trajet aussi jusqu'à la maternité, parce que j'ai un très mauvais souvenir de mon premier accouchement où j'ai fait plusieurs allers-retours, parce que ça n'avançait pas assez vite et que du coup, j'avais dit, mais écoutez, tant pis, je rentre à la maison, etc. Et je sais combien les contractions, elles sont plus difficiles à gérer en voiture qu'à la maison. Donc, je sais que je vais vraiment me détendre une fois arrivée à la maternité. Et en même temps, je sais qu'il faut que le travail avance assez pour arriver là-bas et ne pas me faire renvoyer à la maison. Donc, je suis un peu prise entre tout ça. Et c'est la partie que j'aime pas trop. Donc, à 6h du matin, le 15 septembre, je dis à mon mec que ce serait bien qu'on arrive à déposer Andrea à l'école avant de partir à la maternité. Et que je pense que voilà, je vais tenir. Ça commence à être intense. En fait, j'ai qu'une hâte, c'est que le petit se réveille. À 7h, il se lève, me met dans un bain, parce que la salle de bain est vraiment juste à côté de sa chambre, donc j'avais pas envie de faire couler l'eau et tout ça là, à 4h du mat. Donc, à 7h, Andrea s'est réveillée. Je me suis mise dans un bain pendant que lui il se préparait, qu'il prenait son petit déjeuner, etc. Et puis qu'il pouvait partir à l'école avec papa. Et ça m'a permis, mais vraiment c'était le timing, mais tellement espéré. Je lui ai dit, bah écoute, voilà, a priori ta petite sœur elle va arriver aujourd'hui ou demain, si on est un peu pessimiste. Et je lui ai dit voilà qu'on l'appellerait si c'était le cas et qu'il va passer le week-end chez son nono et sa nona. Les grands-parents sont italiens donc ils s'appellent Nono et Nona. Et que ça va être très cool. Voilà, bon, il entend la nouvelle, il me dit ok, il me voit dans la baignoire un peu galérer, ça a pas l'air de l'embêter plus que ça, il me raconte ses histoires de ninja, de trucs, de bidules. Moi je suis là en train de contracter, je dis ok chérie, super, allez, bonne journée mon cœur, etc. Ils partent, Julien, mon mari, a le temps de rentrer tranquillement, donc le petit est à l'école et franchement, là c'est le truc rêvé, on a appelé les grands-parents, donc la grand-mère venait le chercher à 11h30, lui j'avais pu le prévenir moi-même que je partais, donc il s'est pas réveillé un matin où maman elle est pas là, ou rentrer de l'école et maman elle est pas là. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper confortable. Et à 9h30, Elsa, donc la doula, est arrivée à la maison, puisque c'était plus simple en termes d'organisation, donc elle est arrivée à la maison et puis c'était nous qui l'amenions à la maternité avec nous dans la voiture. Je l'ai vue arriver, vraiment, j'ai versé quelques larmes en la voyant parce que ça devenait réel. J'étais heureuse, vraiment rien qu'à l'idée d'en avoir presque fini avec la grossesse et la voir arriver, voilà, ça prenait sens. Je suis sortie de mon bain, j'ai pris une douche, j'ai essayé de rester dans ma bulle au maximum. Ma belle-mère est arrivée entre-temps. Notre appart est assez grand pour que j'ai pu rester vraiment dans ma bulle, dans ma salle de bain. Elsa a commencé à me masser le bas du dos, etc. pour faire passer les contractions tranquillement. Honnêtement, j'ai évidemment mal quand ça contracte, mais je peux plus tenir une conversation au moment où j'ai la contraction. Donc c'est quand même assez intense, mais ça me semble supportable. Le trajet, il se passe sans encombre. Il n'y a pas de circulation. Je ferme les yeux et puis voilà, je gère les contractions qui arrivent. Ça va plutôt vite en fait. On est arrivé à la maternité assez rapidement. Il y a vraiment personne sur la route. Et à ce moment-là, en fait, j'ai même peur d'arriver trop tôt. Encore une fois, qu'on me dise de repartir, puisque je me dis que voilà, j'ai pas l'air non plus de trop souffrir. Et je continue de boire de la menthe à l'eau. Donc dans tout ça, je pense qu'il est bien 10h30, voire 11h quand on arrive à la maternité. C'est très calme. La salle nature est libre. Trop cool. Moi qui rêve d'eau. En fait, j'ai rêvé d'eau toute la grossesse. Je sais pas si je l'ai dit dans les épisodes précédents. L'eau n'est pas du tout mon élément à la base. J'aime bien prendre un bain de temps en temps, etc. Mais enfin, bon, d'abord, jusqu'à ce que j'arrive dans cet appartement, on n'avait pas de baignoire, donc ça ne m'arrivait pas souvent. Vous me mettez dans une piscine à faire de la natation, gamine, c'était pas du tout mon truc. Mais pendant cette grossesse, j'ai rêvé d'eau tout le temps. Tant et si bien que j'ai fait des soins Watsu, j'en ai fait plusieurs parce que ça me faisait mais vraiment tellement de bien. Je ressortais là, j'étais refaite. Ça a duré 2 heures, mais c'était 2 heures d'accalmie dans cette grossesse. Et ça me faisait vachement de bien. Et donc, j'avais vraiment très envie de pouvoir bénéficier de la salle nature, de la maternité de Nanterre, puisque je sais qu'il y a une baignoire dedans et qu'il n'y en a pas dans les autres. Et puis là, à la maison, vous voyez, je m'étais mise dans un bain et de 7h à 9h30, là, et ben en fait, je suis restée dans le bain et les contractions, je les trouve plus faciles à gérer dans l'eau. Voilà. Ça prend un petit peu de temps parce qu'ils sont en train de nettoyer des choses, etc. Mais je suis installée dans la salle nature. Donc ça, c'est trop cool. On fait d'abord un petit monitoring qui dure, parce que en gérant les contractions, je suis assise sur un ballon. J'ai mon mec qui est devant, sur lequel je me suspends un peu. Il y a Elsa qui est derrière moi et qui me masse le sacrum, le bas du dos, etc. Et en fait, je fais bouger les capteurs en gérant les contractions. Donc, on sait pas trop bien si tout va bien là-dedans. Du coup, le monitoring, en fait, prend vachement de temps. Et plutôt que de le faire, je sais plus, je crois que c'était 3/4 d'heure au démarrage, ça dure plutôt une bonne heure et demie. Et je perds les os en étant encore branchée à ce monitoring, parce qu'on l'a fait plus longtemps pour voir si la petite allait bien. La gestion de ces contractions-là sur le ballon, bah voilà, en fait, je me dis que ça va pas durer éternellement. Je suis pas hyper bien, mais en même temps, voilà, enfin,
quelqu'un à qui se suspendre devant, quelqu'un qui vous masse derrière, c'est quand même ultra royal. Donc, ça reste assez confortable. Je sens que ça s'intensifie tranquillement. Et surtout, je continue de faire ce... Voilà, plutôt que d'expirer, en fait, je fais un peu la bouche de cheval là qui fait du bruit. Ça marche hyper bien. Et voilà, je visualise que je laisse s'ouvrir en bas, etc. Et franchement, j'ai la sensation que ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment tiré de la préparation de Quantique Mama. Je trouve que c'est vraiment le truc qui m'a accompagnée de A à Z. Je vous le disais dans l'épisode précédent. Je ne peux que vous conseiller de faire cette respiration. Il s'agit de faire vibrer les lèvres comme ça le plus longtemps possible. Et ça marche hyper bien pour gérer les contractions. À la fin du monitoring, je perds les os spontanément. Et là, je sais que ça va s'intensifier. Je le sais parce que c'est les connaissances que j'ai, que je sais que ce liquide, il est plein d'hormones et qui va aider le col à s'ouvrir. Mais je sais aussi que les contractions, elles vont devenir moins gérables. Et donc, du coup, j'ai qu'une envie, c'est qu'on me décroche de ce monitoring pour aller rapido dans la baignoire. Elsa me fait couler le bain. Dedans, je m'installe, je suis accroupie. Je change d'une jambe de l'autre. Voilà, je m'appuie plus sur une jambe que sur l'autre. Elsa, elle est derrière moi. Mon homme, il est devant. On garde un peu la même disposition. On change pas une équipe qui gagne. Et on continue. Donc, mon homme en dehors de la baignoire devant moi, un espèce de coussin d'allaitement un peu étanche sur lequel je peux m'appuyer aussi. Elsa, elle est derrière moi. C'est des baignoires un peu triangulaires. Et donc, elle se met dans la pointe du triangle là, derrière moi. Et puis, elle continue de me masser le bas du dos, etc. Ça monte en pression sérieusement à partir de ce moment-là. Mais j'ai l'impression que ça va et surtout, j'imagine pas une seule seconde que c'est bientôt terminé. J'imagine pas du tout que je suis au sommet à ce moment-là alors que probablement j'y suis parce que j'ai pas envie de mourir et que ça me paraît pas si terrible par rapport à tout ce que j'ai imaginé et tout ce que j'ai pu écouter. Et je continue de boire ma petite menthe à l'eau. Par contre, je mange plus. Mon mec me propose à manger de temps en temps. Elsa me dira après qu'à ce moment-là, j'ai vraiment changé d'état de conscience et que je répondais à peine aux questions. Et l'intensité que je vous décrivais avant ça, voilà, parce qu'avant ça, j'ai l'impression de pas avoir vraiment de vraie douleur. Il faut gérer ça, mais c'est intense, c'est pas douloureux, comme l'explique Quantique Mama dans sa préparation. Mais là, je commence à douiller. Là, je commence à avoir peur. Parce que ça me fait vraiment mal et je me dis bon en fait je m'imagine pas du tout que c'est la fin et donc du coup je dis à quelqu'un de venir m'examiner parce que en fait personne ne m'a examiné depuis que je suis arrivée, je ne sais pas du tout à combien j'en suis au niveau ouverture de col. J'avais dit non quand on est venu la première fois et qu'on m'a posé le monito parce que j'avais peur que ça me décourage si c'était pas assez avancé. Et grand bien me fasse parce que je pense que c'est allé en fait assez vite. Entre du 3-4 cm à mon avis et du 10, ça s'est passé en un laps de temps très court. Et à ce moment-là, j'ai mal et je me dis ok, j'ai bien bossé, donc en fonction de ce qu'on me dit, je vais prendre cette péri. Et puis finalement, personne ne va m'examiner parce que le temps que quelqu'un arrive, ça a pas duré longtemps, mais le temps que quelqu'un arrive, je me suis mise à grogner comme un ours. Vraiment dingue ce truc. En fait, c'est pas réprimable. C'est d'un coup, vous vous transformez en animal. Voilà, j'étais toujours dans cette baignoire, une espèce de lion en cage ou d'ours, ce que vous voulez. Et la dilatation complète, en fait, elle était déjà là. J'avais passé cette phase de sommet, etc. Donc la sage-femme qui est entrée et qui m'a vu grogner comme un ours là dans l'eau, elle s'est bien rendue compte que le bébé il arrivait et que c'était fini. Donc elle a dit d'accord. Donc là, la dame est en train d'accoucher et elle n'a pas de perfusion. Parce qu'en fait, comme personne ne m'avait examiné et que c'était tranquille jusque-là, personne ne m'avait posé ma perf non plus. Tout est allé très très vite. Mais comme j'ai des antécédents, rappelez-vous, de problèmes de coagulation et que c'est le petit hic de mon dossier, ça rassure pas trop la sage-femme qui, en fait, je vous expliquerai après, mais là, j'ai compris le lendemain que j'avais été un dossier pour eux. Ils n'étaient pas tous rassurés de me garder à Nanterre dans un niveau 1 avec ça. Moi, il se trouve que je suis pas du tout symptomatique, encore une fois, dans le quotidien, donc il y avait très peu de risques. Mais en tout cas, quand même, ne pas avoir de perf au moment de l'accouchement, ça les rassurait pas trop. Donc, du coup, là, il me la pose rapidement. Elle me dit, je suis désolée de vous demander ça, mais il faut que vous nous donniez votre main pour poser une perf rapidement. Donc, elle me pose une perf, très bien. Et puis, c'est à ce moment-là que ça s'est compliqué. Ma perf, c'est bon, elle est posée. Moi, je m'étais vraiment préparée à la difficulté du travail, encore une fois, à cette phase de sommet qui me faisait franchement peur. J'avais peur d'avoir mal. C'était nul comme système, mais enfin voilà, ça m'a tenue jusqu'au bout. Et puis, contre toute attente, ce sera l'expulsion qui m'aura donné du fil à retordre. Parce que le sommet, là, ça y est, il est passé. Je sais pas, est-ce que c'est la force de l'esprit de se dire que j'en étais encore loin, donc du coup, c'est même pas venu à l'idée que j'y étais, et puis du coup, je l'ai vécu autrement. J'en sais rien. En tout cas, j'arrive à l'expulsion, je regardais ça, je dis, mais elle arrive là, enfin, ça y est. Elle me dit, ah oui, ça y est, t'es à dilatation complète, elle est là, etc.
tire-lait entre-temps parce que la petite s'adapte tranquillou avec la nounou là au moment où j'enregistre. Donc vous allez peut-être entendre le doux bruit du tire-lait Elvie qui, soit dit en passant, c'est le feu ce truc, c'est génial. Je sais pas si les autres marchent aussi bien, mais je trouve que voilà, avoir les mains libres quand on tire son lait, c'est quand même génial. En tout cas, j'en étais que, elle est là. Voilà. Elle est là, elle est en train d'arriver, donc il y a un truc dans ma tête qui dit ok, là maintenant en fait t'as plus le choix, tu vas le faire d'accoucher sans péri. Tu vas savoir ce que c'est puisque il y a plus le temps de te poser une péridurale. Donc elle est là, je le sens. Le souci en fait, c'est que l'expulsion, je l'avais imaginé et puis c'est décrit comme quelque chose dans l'accouchement physio où faut se laisser traverser, ça c'est éventuellement très douloureux, le cercle de feu, tout ça. Mais je me dis que en fait, il y a plus qu'à laisser le corps faire ce qu'il veut et à l'accompagner et que ça va aller quoi. Il y a pas trop à réfléchir, il y a plutôt à suivre les sensations qui arrivent. Sauf que Roma a décidé de ne pas être très bien orientée en arrivant dans mon bassin, pour une raison qu'on découvrira après. Et donc du coup, plutôt que de venir appuyer en bas, elle appuie en arrière, très fort, dans le bas de mon dos et dans mon sacrum. Le sacrum, c'est vraiment la pièce osseuse, le gros triangle qu'on a entre les deux os du bassin, au-dessus du coccyx et en dessous du bas du dos, en dessous des lombaires. Vraiment entre les fesses. Et en fait, elle appuie là hyper fort. J'ai l'impression qu'elle va sortir par là. C'est hyper désagréable, évidemment. C'est comme si, j'ai l'impression qu'elle va me casser l'os. Et vraiment, j'étais pas préparée à ces sensations-là. Ce qui fait que je me mets un peu à pousser des cris pas possibles. Et la sage-femme, elle me dit, ok, vous poussez pas au bon endroit. Il y a un truc qui va pas. Elles essayent quand même de me mettre le monito dans l'eau. Donc, il y a un monito qui vient au niveau de mon ventre, etc. Et puis, en fait, la petite, elle apprécie pas trop cette phase-là. A priori, elle appuie pas du tout au bon endroit et elle devrait peut-être déjà être en train de sortir, mais on s'en sort pas toutes les deux. Et donc, au monito, elle commence un peu à faiblir. Donc la sage-femme me dit, on va s'accrocher, je suis désolée de vous demander ça, mais il va falloir que vous bloquiez et poussiez pour qu'elle sorte rapidement parce qu'elle aime pas ça. J'ai dû réfléchir en fait pour pousser ce bébé au bon endroit, qui commençait à faiblir encore une fois un peu au monito. Voilà, en fait du coup je m'étais retournée, donc j'étais dos à la sage-femme qui avait pris la place de mon conjoint. J'étais face du coup à Elsa, je lui ai chopé les chevilles, bam, bam, une cheville dans chaque main. Ça m'a créé un point d'ancrage. Elle m'encourageait. Mon mec, il s'était du coup retrouvé une place sur le côté. Là, il s'était allongé sur le côté de la baignoire pour me dire, ok, ça, tu vas y arriver, tu sais faire, etc. Très encourageant. Et puis la sage-femme, elle était derrière moi et moi, j'ai accouché dans un espèce de demi-quatre pattes accroupi, voilà, dans l'eau. Gérer la douleur des contractions qui sont là, en même temps que de réfléchir à où pousser ce bébé et faire de la poussée dirigée sur un accouchement physio, franchement, ça a été assez complexe. Et le lendemain, franchement, je recommandais pas le sans-péri. J'étais pas... je me suis dit, c'était sympa, fallait le vivre, mais finalement, je m'en serais bien passée dans un tout premier temps. Mais finalement, sa tête est sortie. Ça y est. J'ai pas eu cette histoire de cercle de feu. Même Elsa m'a dit, là, ça va être le cercle de feu. Franchement, je sais pas. Ça m'a un peu éclaté le périnée, mais j'ai pas eu plus mal que ça. La sage-femme, elle a, en fait, tout de suite coupé parce que Bichette avait 2 tours de cordon autour du cou et en fait elle en avait un aussi autour de l'épaule, donc elle bougeait comme ça comme une maboule toute la grossesse. Je sais pas ce qu'elle avait fait comme danse, mais en tout cas elle s'était emmêlée. Et puis une fois qu'elle avait coupé au niveau du cou, on a pu faire sortir les épaules et voir qu'elle s'était aussi emmêlée, on appelle ça une bretelle autour de l'épaule. Elle avait plus de jeu. Roma pour sortir, donc elle appuyait là où elle pouvait, mais il y avait plus de jeu. La longueur de cordon pour descendre, elle était plus suffisante, et c'était certainement ça les sensations pas classiques que j'avais au moment de l'expulsion. C'était un bébé, tout simplement qui poussait pas au bon endroit parce qu'elle n'arrivait pas à descendre correctement. Donc il a fallu que je la pousse dehors plutôt que elle vienne se mettre dans mon bassin et me forcer à pousser. Une fois qu'elle était sortie, donc je l'ai aperçue au loin avec sa bretelle là de cordon autour de l'épaule. Moi, le clamp du cordon, il était, mais je pense à même pas 10 centimètres de mon vagin. Vraiment, il y avait plus de jeu, la pauvre, pour qu'elle sorte. Elle a quand même mis quelques minutes à atterrir, mais elle est vite redevenue rose parce qu'elle était un petit peu blanche en sortant. Ils l'ont un peu frictionnée, etc. Et puis après, on me l'a mise en peau à peau. Juste après, l'expulsion du placenta est arrivée. C'est allé hyper vite. C'était un truc qui m'inquiétait aussi éventuellement un petit peu. J'avais pas trop envie que ce soit dirigé, l'expulsion du placenta. Je voulais qu'on laisse le temps, et dans les maternités, ils laissent pas toujours le temps. Là, en fait, il s'est expulsé hyper vite, le temps que je sorte de l'eau. Alors, quand vous êtes dans l'eau, les saignements que vous avez de façon tout à fait classique au moment où le bébé sort et avant que le placenta sorte,
vous avez l'impression que la baignoire entière est pleine de sang, en fait, puisque le sang vient se diluer dans l'eau. Donc, pas de perf, la dame qui a des problèmes de coagulation, tout ça, ça a fait pareil, un petit moment de flottement, genre, bon, ok, sortez de l'eau, on va faire l'expulsion dehors, et on va voir ce que ça donne. Tout allait très bien, finalement, en fait, elles ont eu un peu peur, parce que ça s'est allé très vite, mais tout allait très bien. Le placenta est sorti hyper facilement et très rapidement. Et puis ça y est, en fait, j'avais accouché, on me l'a ramené en peau à peau assez rapidement. Et puis j'ai regardé Elsa, j'ai regardé mon mec. Je leur ai dit ça y est quoi, ça y est c'est fini. Et c'était pas c'est fini l'accouchement, c'était c'est fini la grossesse. Je suis plus enceinte. J'arrive même pas à y croire tellement j'ai l'impression que ça a été hyper long. Franchement j'ai une boule dans la gorge quand je vous le dis tellement cette grossesse ça a été une souffrance. Mais ça y est j'ai accouché, elle est là. Elle a la tronche de mon fils quand il est né, c'est incroyable. Finalement, il se ressemble pas tant que ça après, mais on a l'impression de voir notre fils quand il est sorti. Et voilà. Puis j'ai accouché sans péri, c'est improbable. Parce que je pensais vraiment pas arriver au bout, mais finalement j'ai accouché sans péri et je suis plus enceinte. Et j'ai déjà plus de nausées. Donc on me la pose en peau à peau. Et c'est parti, place aux premières tétées. Bon, en salle de naissance, voilà, elle va téter assez facilement. Je vous dirai ça dans un prochain épisode, mais fin de la grossesse et de l'accouchement. Je sais que maintenant ça va milkshaker. J'espère, vraiment je croise les doigts, pour que ça se passe bien, quoi, pour pas avoir un bébé qui a des gros problèmes de succion, etc. Quand on travaille dans le domaine, on est complètement obsédé, quoi, par ces trucs-là. Je me suis dit, si jamais je récupère un bébé qui tète comme un pied, oh là là, la galère, etc. Et puis finalement, bon voilà, elle tète pas parfait, enfin sur le moment, je me rends pas compte, mais en tout cas, elle se met au sein, elle arrive à prendre le sein. J'ai pas le sein éclaté à la fin de la première tétée. Donc c'est parti, ça va milkshaker. Et by the way, j'ai plus de nausées, hein. J'ai plus de nausées et ça va depuis l'instant où le travail commence en fait. Donc je pense que le moment où je vais acheter ma mentalo la veille au soir là, je passe au Monop une dernière fois. En fait, voilà, hormonalement il y a déjà des trucs qui se passent. Donc j'assimile cette mentalo à la délivrance de cette grossesse et depuis il ne se passe pas beaucoup de jours sans que je ne boive pas de mentalo. J'ai converti mon fils. Elsa, je crois, n'avait jamais bu de mentalo non plus. Enfin voilà, on a tous bu de la mentalo, on a trinqué à ce bébé à la mentalo en salle de naissance et c'était trop cool. Voilà. Je peux que vous recommander encore une fois, si vous pouvez le faire et si vous en avez l'envie, sur un accouchement physio, d'être accompagné par une doula, en quelqu'un que vous avez confiance, que votre conjoint prenne le truc à cœur aussi s'il le souhaite, mais que s'il le souhaite pas, enfin moi je trouve que c'est ok aussi et que parfois je trouve qu'on, en tout cas autour de l'accouchement, pas pour la suite, en postpartum évidemment, ils doivent prendre leur part, etc. Sur l'accouchement, je trouve que parfois moi je dis que parfois ce serait pas plus mal s'il restait en dehors de ça. Non, j'en sais rien. En tout cas, moi, me concernant, ça ne m'aurait pas dérangé si jamais il avait même pas voulu assister à l'accouchement. Mais en tout cas, entourez-vous d'une équipe, quelle qu'elle soit, qui vous rassure, où vous vous sentez en sécurité. On n'a pas tous, et toutes surtout, plutôt toutes, la même façon de se sentir en sécurité pour accoucher. Et donc, si vous, pour vous sentir en sécurité, vous avez besoin d'être dans un niveau 3 et d'un truc hyper bordé, eh bien faites ça. Si vous avez besoin pour vous sentir en sécurité d'avoir une césarienne programmée, eh bien faites une césarienne programmée. Si vous avez besoin pour être en sécurité d'être à la maison, faites ça à la maison si les conditions médicales le permettent. Enfin, bref, voilà. Juste faites ce qui est juste pour vous. Moi, ce qui me faisait me sentir en sécurité, c'était d'être à un endroit où on allait respecter au maximum la physiologie, tout en ayant le côté médical aussi. Et c'est comme ça que j'ai choisi la maternité de Nanterre. Et puis il y en a d'autres qui vous diront que ça s'est pas bien passé là-bas. Il y a des belles et il y a des pas belles histoires un peu partout. Mais en tout cas, il faut que vous vous sentiez en sécurité quand vous allez accoucher. Pour nous, en tout cas, ça a fonctionné. Si vous demandez aujourd'hui à mon mec comment il a vécu l'accouchement, il vous dirait que c'était dingue, que c'était un moment incroyable, etc. Je crois qu'il a plus kiffé que tout le monde d'assister à ce moment-là. Après le premier accouchement où on avait été vraiment tributaire de l'avancée du travail sous le péri d'un accouchement très long. Là, il m'a dit, mais non, mais c'était hors du temps, cette histoire. Et puis, c'est allé tellement vite. C'est pas allé si vite que ça, hein. J'ai commencé à travailler vraiment à 3h du mat. J'ai fini à 13h, donc 13h30. Donc, c'est un accouchement, qui dure quand même une dizaine d'heures. Mais quand on y a passé 26 la première fois et qu'on a fait 50 allers-retours, c'est vrai que là, ça s'est fait dans une fluidité qui était vraiment agréable, quoi. Vraiment très agréable. Et puis voilà, on a pu appeler notre loulou vers 14h30, 15h, un truc comme ça, et faire un petit visio avec lui en salle de naissance, parce qu'on y restait un moment, il y avait beaucoup de monde à la maternité. On a pu faire un petit visio avec lui et lui montrer sa sœur en visio.
C'était rigolo. La maternité n'acceptait pas que les grands viennent parce qu'ils ont eu des petits soucis avec les gens qui les accompagnaient pas longtemps avant. Donc ils avaient stoppé les visites pour les grands. Mais il a quand même pu venir dans les jardins, parce qu'il y a des petits jardins dans la maternité de Nanterre, 2 jours après. Donc il aura quand même vu sa sœur à peine 48 heures après qu'elle naisse. Voilà pour l'accouchement. C'était intense. C'était un des trucs les plus improbables qui m'ait été donné de vivre dans ma vie. C'était vraiment un beau moment. Et vous voyez, là, je vous en reparle, on est le 22 janvier. Sur le moment, je me souviens que j'ai pas du tout kiffé cette expulsion. Mais le travail, pour moi, a été un truc qui est monté très doucement et sereinement en puissance et dont je n'ai vraiment pas du tout souffert. À l'expulsion, je sais que j'ai souffert, mais ça a été tellement intense et rapide que je suis incapable de vous redécrire exactement la douleur en fait que c'était. Je pense que peut-être que c'était trop et qu'on oublie. Enfin, en tout cas, la nature est bien faite. Ça a été relativement rapide quand même si il fallait diriger le truc. Et s'il fallait recommencer demain, je recommence demain. Alors, je recommence pas la grossesse. C'est pour ça que je ne recommencerai pas l'accouchement. Parce que la grossesse, m'aura vraiment trop poussée à bout. Physiquement, moralement et financièrement, parce que évidemment quand on est à son compte et qu'on travaille pas pendant 1 an, je vous laisse imaginer que c'est très dur côté finance et que là, vous voyez, je vais reprendre le 5 février mes consultations, ça fera 1 an que je n'ai pas vu de patient, donc c'est énorme. Mais je pense que quand l'épisode sortira, j'aurai repris en fait. Mais évidemment, financièrement, tout ça, ça a un coût, quoi. Quand on est indépendante, mon assurance, ils ont commencé à m'indemniser au moment où j'étais arrêtée pour contraction intempestive et qui venait embêter le col. Mais avant ça, toute la partie où j'étais finalement la plus mal physiquement, toute la première moitié de grossesse où c'était vraiment intolérable au niveau digestif, que j'étais allongée toute la journée à galérer, la personne m'a pris en charge, donc ça c'est vraiment une période en fait où il se passe rien financièrement, et les prévoyances, les assurances, elles arrêtent de vous prendre en charge 1 mois avant la fin de la grossesse quand vous êtes en libéral, puisque une fois, en fait c'est vraiment la partie pathologique de la grossesse qu'ils prennent en charge. Donc ils m'auront pris de un peu plus de la moitié de la grossesse, même plus que ça en fait, parce qu'ils ont commencé, je crois, à me prendre en charge en mai jusque mi-août. Bon voilà, tout ça sans travailler, je recommencerai pas pour toutes ces raisons, qu'elles soient physiques, parce que ça m'a poussé trop loin dans mes retranchements physiquement, et je veux pas revivre ça. J'ai été trop mal. Vraiment, il y a une partie où j'ai même espéré faire une fausse couche. C'est horrible de dire ça, mais j'étais tellement bas qu'à un moment je me suis dit, mais Charlotte, peut-être ta seule porte de sortie, ce serait que cette grossesse elle s'arrête. Évidemment, c'était pas dans le fond ce que je souhaitais, mais c'était la seule solution que je trouvais à mon mal-être. Et en même temps, je me disais, elle s'arrête et après tu recommenceras jamais. Donc là, il faut aller au bout. Si on m'avait dit que ça durerait tout du long, je sais pas ce que j'aurais fait, mais vraiment, je m'accrochais au fait que ça allait aller mieux de semaine en semaine, et en fait, ça allait pas tellement mieux, voire pas. Et puis je vous dis, après, on a enchaîné avec les contractions. Donc ça, moralement, ça m'aura mise complètement à terre, de devoir m'arrêter aussitôt, d'être physiquement en vrac quand votre système digestif vous fout la nausée et vous fait vomir aussi fréquemment. Ça vous tape sérieusement sur le moral. Et puis voilà, et puis l'aspect financier que je viens de vous évoquer, qui évidemment est à prendre en compte. Et quand on s'arrête comme ça, enfin évidemment toutes les grossesses sont pas les mêmes, mais j'ai déjà dit ça une fois et puis finalement c'était pire. Donc pour toutes ces raisons, je peux pas recommencer. On est au complet, c'était pas vraiment dans nos plans de vie de toute façon d'avoir 3 enfants, parce que en région parisienne, avec les vies qu'on mène, etc. Je trouve que déjà en avoir 2, c'est un sacré challenge. Le coup d'arrêt que ça met dans la carrière, ça c'est vraiment l'injustice la plus totale, femme-homme, mais c'est comme ça. Pour le coup, la grossesse, ils peuvent pas la faire. En tout cas pas pour l'instant. Moi, s'ils pouvaient la faire, vraiment, je la partagerais, mais avec grand plaisir. Donc je peux pas recommencer pour toutes ces raisons-là. Et puis voilà, c'est parti pour ce bébé-là. Ça va presque m'aider de me dire que je vais jamais recommencer. Aussi à ce que la suite soit douce, parce que je trouve que quand on sait que c'est la dernière fois, si on a un bébé qui va plutôt bien, et moi c'était mon cas, je trouve que quand on se réveille au milieu de la nuit et que ça fait 3 fois, oui, mais en fait après ça c'est fini, quoi. Voilà, je vous raconte ça dans les épisodes d'après autour de l'allaitement et du postpartum. C'est tout bon pour l'accouchement, c'est tout bon pour la grossesse, c'est fini, j'ai plus de nausées, je suis en pleine forme, je reviens littéralement à moi-même, physiquement, psychologiquement, vraiment en l'espace de 24 heures, je revis, et donc c'est trop cool. Je me retrouve un peu, et
Et ça fait du bien. Allez, je vous dis à la prochaine pour la suite de l'histoire. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te le redis encore une fois, mais c'est si important. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, à mettre une note ou des étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'aider à le faire connaître. Déjà, ça me booste et ça me motive à continuer de créer ces contenus. Et surtout, ça permet à de nouvelles personnes d'être informées correctement sur l'allaitement. Pour échanger ou me faire un retour sur ce que tu as entendu, rendez-vous sur Instagram @milcheckerpodcast et je te répondrai avec plaisir. Pour rechercher un épisode, cette fois, une thématique, c'est sur le site internet milchecker.fr que ça se passe. Tu y trouveras tous les épisodes et un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet recherché. Pour me consulter, comme ostéopathe, ça se passe à Suresnes, dans le 92. La prise de rendez-vous, elle se fait sur Doctolib en tapant Charlotte Bergerot-Palisco. On se quitte, comme au premier jour, avec Emma et son titre Blinded, en collaboration avec Nemen. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, milcheckez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Wish I could take